Dans la salle d'audience du tribunal de Montpellier, un murmure s'éleva lorsque le nom de Lamine Diop fut prononcé par l'huissier. À peine un frémissement, vite étouffé par le claquement sec des bottes de deux gendarmes traînant un homme noir au centre de la pièce. Des rires étouffés, venus du fond de la salle où se tenaient quelques officiers, brisèrent le silence. Ils se moquaient de son nom, de son calme, jusqu'à ce qu'il s'avance et dépose un badge sur le pupitre du juge, renversant soudain l'ordre établi de la salle. Lamine avançait, grand, rasé de près, vêtu d'un costume gris froissé. Pas pressé, chaque pas mesuré. Pas d'avocat. Pas de mallette. Juste lui, surgissant du dernier banc. Deux gendarmes au fond se penchèrent l'un vers l'autre. C'est lui, chuchota l'un. Regarde-le. Encore un de ces types qui croient que la loi ne s'applique pas à lui. L'autre ricana. Combien de fois j'ai entendu ces conneries? Leur rire, trop fort, fit tourner quelques têtes. Lamine ne broncha pas. Son visage était impassible, comme s'il avait déjà vécu ce moment. Le juge, un homme blanc âgé, cheveux clairsemés, voix de présentateur radio local, ajusta ses lunettes tout en feuilletant un dossier. « Monsieur Diop, dit-il, vous êtes accusé de non-coopération lors d'un contrôle légal. »« C'est exact, » répondit Lamine d'une voix calme. « C'est ce que dit le rapport. Et je n'ai pas d'avocat aujourd'hui. »« Pas besoin. » Un autre rire fusa au fond. Le juge lança un regard au gendarme, sans un mot. Une tension subtile flottait. Pas assez pour rompre l'équilibre, mais suffisamment palpable pour que chacun la ressente. « Bien, » reprit le juge. « Infraction mineure. Allons-y vite. Monsieur Diop, avez-vous quelque chose à dire avant de procéder? » Lamine s'avança lentement. Il glissa une main dans son manteau. Un gendarme au fond se redressa, main frôlant son holster. Lamine s'arrêta, puis sortit un badge plastifié qu'il posa avec calme sur le pupitre. « Je suis Lamine Diop, » dit-il, voix stable, sans éclat. Directeur des enquêtes internes, Inspection générale des services de police. Le silence tomba, lourd, absolu. Le juge resta figé, fixant le badge, bouche entr'ouverte, avant de la refermer lentement. L'agent à moitié levé se rassit, la mâchoire détendue. Son collègue dévisagea Lamine comme s'il venait de voir un mur s'effondrer. « Vous êtes de l'IGPN » balbutia le juge. Lamine ne bougea pas. « Enquête interne. Je supervise les investigations sur les inconduites dans le sud-est. Y compris les brigades qui coupent leurs caméras lors des contrôles. » Un froissement de papier. Une toux. Un souffle. Le juge s'éclaircit la gorge, s'adossa lentement à son siège. « Voulez-vous passer dans mon bureau un instant, monsieur Diop » Lamine secoua la tête. « Je préfère que tout reste consigné. » Transparence totale. Un gendarme se leva, marmonna à peine audible. On ne savait pas qui c'était. Lamine se tourna vers eux. Pas de colère. Juste un regard. Scrutateur. « Vous n'avez pas demandé, » répondit-il. Mais le silence ne dura pas. Derrière les portes closes et les bouches ouvertes, les mots voyagent vite. Et cette fois, il filait droit vers le sommet. Il était un peu plus de 22h30, sur la nationale près de Béziers, lorsque Lamine avait quitté l'autoroute. Il parcourait le sud, visitant des brigades signalées pour des rapports irréguliers, des usages de force incohérents, et récemment, des caméras corporelles étrangement défaillantes. Sa voiture de location, une Peugeot 308 grise, banale, était passée inaperçue. Un choix délibéré. Lamine ne s'annonçait jamais. Il préférait observer discrètement. Ce soir-là, il roulait vers un motel à H, quand des gyrophares rouges et bleus illuminèrent son rétroviseur. Il soupira, ralentit, se rangea sur la bande d'arrêt d'urgence. Deux gendarmes blancs, la trentaine, descendirent. L'un, chauve, braquait une lampe torche. Ils ne s'approchèrent pas calmement. Le chauve tapa fort sur la vitre. Permis, carte grise. Lamine baissa la fenêtre à moitié. Motif du contrôle? Permis, carte grise, répéta l'agent, plus sec. Vous n'avez pas mis votre clignotant au dernier changement de voie. Lamine jeta un œil au rétroviseur. Je suis sûr que si. Vous cachez quelque chose? Lança l'autre, côté passager. Non, répondit Lamine, toujours calme. Mais je veux savoir si c'est un contrôle routier ou un interrogatoire.
Cela ne plut pas. Le chauve se pencha. Tu me fais du zèle? Sors du véhicule. Je n'ai rien refusé. J'ai posé une question. Sors maintenant. Lamine tendit son permis. Lamine Diop, Montpellier. Rien sur l'IGPN. Juste l'identité d'un homme propre, clair. Pas assez pour eux. Où tu vas? Demanda l'agent. Je ne peux pas le dire. Tu peux pas ou tu veux pas. Lamine le fixa. Protocole national. La phrase le fit tiquer. C'est quoi ce bordel? S'énerva le chauve. Tu te crois au-dessus de la loi? Lamine ne répondit pas. L'autre ouvrit la portière. Sors tout de suite. Lamine garda sa voix basse. Ce contrôle n'est plus légal. Ils s'en moquèrent. Ils le tirèrent de la voiture, tordant son bras, le plaquant au sol, genou dans le dos. L'un jura, l'autre ajouta, non-coopération. Lamine ne cria pas, ne supplia pas. Il fixa le gravier sous sa joue, mémorisant chaque mot. Ce qu'ils ignoraient, c'était l'enregistreur dans sa poche, activé dès les gyrophares. Habitude d'un homme qui savait comment ces choses se passaient, surtout dans le sud, pour quelqu'un comme lui. Au poste, ils rédigèrent un rapport, attitude agressive, refus de décliner sa destination. Pas un mot sur leur force excessive. Pas de vidéo. Quand Lamine demanda les matricules, il reçut un regard glacial et une moquerie. Tu auras tout le temps de poser des questions au tribunal. On l'enferma pour la nuit. Sans appel, sans superviseur. Juste un couloir résonnant, une lumière vacillante, et le rictus d'un agent convaincu d'avoir eu le dernier mot. Mais ce n'était pas le dernier mot. Loin de là. Car le tribunal où il l'avait traîné n'était pas un simple lieu d'accusation. C'était là que leur propre procès allait commencer. Le silence ne se contenta pas de durer. Il s'épaissit. Quand Lamine posa son badge de l'IGPN, les rires s'évanouirent. L'agent chauve, figé, fixait le badge comme un spectre. Son collègue, bouche ouverte, semblait voir un monde s'écrouler. Le juge s'éclaircit la gorge, la voix soudain moins assurée. Monsieur Diop, vous dites être de l'IGPN? Je ne le dis pas, répondit Lamine, calme. Je le suis. Vérifiez le numéro avec le bureau du directeur général à Paris. Ou l'inspection générale. Une greffière, Aline, 30 ans de service, se leva. Monsieur le juge, dois-je appeler? S'il vous plaît, répondit-il trop vite. Lamine recula, laissant l'espace. La salle, pétrifiée, observait. Même un enfant au fond cessa de gigoter. Un agent, celui qui l'avait plaqué, murmura. Impossible. Il bluffe. Son collègue, nerveux. Ce badge a l'air vrai. On est foutu. Lamine entendit, sans réagir, regard fixé sur le juge, soudain plus petit derrière son pupitre. Aline revint, carnet en main. Chance à jour confirmée, dit-elle sans regarder les gendarmes. IGPN, enquête interne, Sud-Est. 27 ans de service. Grade vérifié. Un nouveau silence s'installa. Non plus de moquerie, mais de honte. Les yeux du juge fuyaient. Les gendarmes respiraient mal. Le procureur restait muet. Lamine parla. Je ne suis pas venu faire un scandale, ni porter plainte. J'étais en mission discrète dans des brigades sous examen. Je n'ai pas montré mon badge car je n'y étais pas tenu. J'ai donné mon permis. Je suis resté calme. J'ai suivi la loi. J'ai été agressé, plaqué, détenu sans motif. Mes droits ont été bafoués. Mais j'ai tout consigné. Et je sais quelles procédures ont été violées. Le juge, mâchoire crispée, s'adossa. Monsieur Diop, je ne veux pas vos excuses, coupa Lamine. Je demande l'abandon des charges et la mise en congé immédiat des deux agents, en attente d'une enquête nationale. Le procureur ouvrit la bouche, mais le juge leva la main. Accordé. Les gendarmes abasourdis reculèrent. Vous nous suspendez comme ça? Lança le chauve. Le juge ne répondit pas, Lamine les fixa. Ce n'est pas pour moi, dit-il. C'est pour tous ceux que vous avez traités comme s'ils ne comptaient pas. Tous ceux qui n'avaient pas de badge. J'en ai un, et j'ai fini face contre terre. L'un avança. On ne savait pas qui vous étiez.
Si on avait su. Lamine leva la main. C'est ça, le problème. Mais Lamine n'en avait pas fini. Le badge avait réduit la salle au silence, mais la vérité, elle, restait enfouie. Sous des rapports truqués, des caméras éteintes, et des années d'abus invisibles. La salle se vida vite. Comme après un déversement toxique. Les gendarmes, postés près de la sortie, ne parlaient pas. Leur regard figé trahissait une prise de conscience brutale, celle d'un irréversible. Dehors, l'humidité d'un matin pesant collait à la peau, à chaque geste, à chaque pensée. Lamine ne s'attarda pas. Il monta dans sa voiture, s'assit, et expira longuement. Ces instants n'avaient rien de satisfaisant. Ils étaient lourds, chargés d'un nouvel échec. Au poste, le commandant Pierre Valéry reçut un appel alors qu'il était assis derrière son bureau. Téléphone calé à l'épaule, il grimaça à l'annonce. IGPN, dit-il, presque en soupirant. Ce type, c'était de l'IGPN. Sa lieutenante, Aïcha Merabet, bras croisés, fixait la porte d'un air tendu. Depuis le début, le rapport d'arrestation lui semblait bancal, incomplet, mensonger. « Oui, monsieur », dit une voix à l'autre bout du fil. Lamine Diop. Enquête interne. Pierre se frotta le front. Vous me dites que mes gars ont arrêté un enquêteur national sans même vérifier ses papiers? Oui, monsieur. Il raccrocha, le visage blême. Pourquoi personne ne m'a dit qu'il était de l'IGPN? Aïcha haussa un sourcil. Peut-être parce qu'on ne l'a pas traité comme tel. Au tribunal, dans un bureau discret, le juge tint une réunion à huis clos. Pas d'enregistrement. Juste des chuchotements, des visages rouges, la panique de ce que la presse pourrait bientôt révéler. Pendant ce temps, à son motel, Lamine était devant son ordinateur, ligne sécurisée activée. Une voix calme lui demanda « Ça va ?» « Ça va », répondit-il. Mais pas pour eux. Il expliqua le contrôle, l'agression, les caméras éteintes, la détention arbitraire. L'autre soupira. Première plainte contre ce poste? Non. 3 en 18 mois. Toutes classées. Un plaignant a quitté la région. Alors, officialisons. Lance l'inspection. Lamine hocha la tête. Invisible, discret, plus maintenant. Ce soir-là, l'agent Marc Dufour, le chauve, tentait de sauver les apparences. Au poste, il affichait une désinvolture factice, mais son pas trahissait l'inquiétude. Il frappa à la porte de Pierre. Ce dernier, sans lever les yeux, murmura « Fais vite ». Je ne savais pas qui c'était. Si j'avais su. Je me fiche qu'il ait été employé de mairie ou fantôme, coupa Pierre. Il n'a pas levé la voix, n'a pas menacé. Il t'a donné une chance. Et tu l'as traité comme un voyou? Marc bafouilla, j'ai paniqué. Il parlait de protocoles nationaux. On a déjà vu des fausses cartes, des types qui se font passer pour des fédéraux. Pierre le fixa droit dans les yeux. Et quand il t'a donné un permis parfaitement clean, tu as fait quoi? Marc se tut. Pierre se pencha. Tu sais ce qui se passe si l'IGPN envoie une équipe? Marc baissa les yeux. J'ai merdé. Aïcha entra en pleine conversation. Elle croisa les bras. T'as pas juste merdé. T'as mis tout le monde dans le viseur. Et peut-être qu'on devrait y être. Marc, abasourdi, la fixa. Tu es sérieuse? J'en ai marre des rapports qui ne collent pas aux vidéos. Marre de voir des gens sortir d'ici plus cassés qu'en entrant. Pierre ne dit rien. Mâchoire contractée, téléphone en main, il pensait à tout ce qui allait remonter. Mais s'il croyait le pire derrière lui, il n'avait pas encore vu le dossier que Lamine ouvrait sur son écran. Au motel, Lamine tapait sur le clavier. UFX construisait une chronologie. Aucune émotion. Jamais. L'émotion brouille. Il envoya une demande formelle pour les vidéos du contrôle, datée et précise. Moins d'une heure plus tard, il reçut un courriel, « Nous regrettons de vous informer que les images du 14 mai sont indisponibles suite à une panne technique. Nous examinons les journaux de maintenance. » Lamine expira par le nez. Confirmation d'un schéma. Il appela un contact de l'IGPN pour recouper les logiciels de caméra. 10 minutes plus tard, toujours lors de contrôles de conducteurs noirs ou maghrébins, jamais pendant des exercices ou des infractions blanches. Lamine tapa sans réagir. Au poste,
la tension montait. Marc, à son bureau, fixait son écran comme s'il allait imploser. En face, Aïcha fouillait les rapports archivés, intacts depuis des années. 1 décembre. Un jeune, contrôlé près de chez lui, affirmait avoir été brutalisé. Plainte déposée. Caméra en panne. Puis un autre. Même histoire. Ses yeux se plissèrent. Il pensait vraiment que personne ne verrait, murmura-t-elle. Dans l'arrière-salle, l'informaticien Samy reçut un message interne, vérifie les logs du 14 mai. Qui a accédé aux fichiers avant leur disparition? Samy hésita, mais la curiosité l'emporta. Il tapa, traça, trouva. 2 accès. 2 heures après l'arrestation, puis le lendemain. Entrée supprimée. Drapeau d'examen contourné. Samy imprima le log, le glissa dans une enveloppe, et le remit à Aïcha. Elle l'ouvrit. Mâchoire crispée. Merci, dit-elle. Samy s'éclipsa sans un mot. Le lendemain, la mine entra au poste, même costume, dossier en main. L'agent d'accueil bafouilla. Monsieur Diop. Je ne viens pas faire de vagues, dit-il. Je viens confirmer des schémas. Il se dirigea vers l'aile des opérations sans attendre. Les gens s'écartaient. Il frappa à la porte de Pierre, entra. Pierre, épuisé, leva les yeux. J'ai vu votre courriel. La mine posa le dossier. J'ai aussi les accès. Quelqu'un a supprimé les logs manuellement, après l'arrestation, avant l'audience. Devinez qui? Pierre ne toucha pas au dossier. On enquête. Non, dit la mine, calme. Moi, j'enquête. Il se retourna, puis s'arrêta. Je suggère que le badge et l'arme de l'agent Dufour soient ici avant ce soir. L'IGPN sera là dans cette semaine. Pierre ne discuta pas. Tête basse. La mine sortit, conscient que Dufour n'était pas le seul à avoir laissé des traces. L'inspection ne concernait plus une nuit, mais tout ce qu'on avait voulu cacher. Mercredi matin, 2 SUV noirs se garèrent derrière le poste. Pas de sirène. Juste une présence délibérée. La mine descendit, rejoint par 2 agents venus de Paris, Claire Angan, stratège de conformité, regard d'acier, et Moussa Keta, expert en informatique, silencieux mais redoutable. Il n'était pas venu faire du bruit, mais retourner chaque pierre. À l'intérieur, l'ambiance avait changé. Les agents, autrefois arrogants, observaient en silence. Pierre n'avait presque pas dormi. Claire réclama la salle des archives. Dossiers disciplinaires, données de contrôle, évaluation, rapports internes. Moussa s'éclipsa vers la salle des serveurs, Samy lui donna l'accès sans discuter. La mine s'assit avec Aïcha dans un bureau. Elle ouvrit son ordinateur, rapport à l'écran. Tous pareils, dit-elle. Contrôle, plainte d'agression, caméras éteintes, rapport vague, pas de suivi. La mine hocha la tête. Ce n'est pas une erreur isolée. C'est une culture. Ce qu'on ignore. Ce qu'on cache. Ce qu'on appelle normal. Elle tourna l'écran. Les derniers. Un homme contrôlé après le boulot. Il dit qu'on l'a forcé à sortir de sa voiture sans raison. Pas d'amende. Pas d'arrestation. Rapport, non coopérant. La mine lut. Toujours le même langage. Dans le couloir, Claire entra chez Pierre sans frapper. J'ai besoin des documents de formation sur l'usage de la force, les protocoles d'escalade, les politiques caméra. Pierre désigna une armoire. Tout est là. Claire ouvrit. Soupira. Obsolète depuis 4 ans. Pierre se tut. Moussa, lui, avançait vite. Fichier cloné. Logs extraits. Vidéos supprimées, reconstituées à partir de sauvegardes oubliées. Il trouva 2 clips, marqués complets. L'un avait du son. 1 minute, mais suffisante. Tu as quelque chose, demanda la mine en prenant les écouteurs. Il écouta. Où vous allez? Je ne peux pas dire. Vous pouvez pas ou vous voulez pas. Protocole national. Tu te crois au-dessus de la loi? Bruit d'une portière, gravier, grognement. La mine leva les yeux. Ça suffit. Il marcha vers le bureau de Pierre, où Claire feuilletait des dossiers. On impose un gel de conformité, dit-il.
Aucun agent de ce poste ne patrouille tant que l'examen n'est pas terminé. Pierre se pencha. Vous fermez le poste? Temporairement, répondit Lamine. Urgence uniquement, sous supervision nationale. Pierre expira lentement. Vous savez ce que ça va nous faire? Lamine ne bougea pas, vous savez ce que ne pas le faire a déjà causé. La porte se referma derrière lui. En bas, les agents évitaient son regard. Aïcha le rejoignit. J'ai les plaintes. La plupart classées sans même un entretien. Lamine haussa un sourcil. Qui a signé? Elle lui tendit une liste. Le nom de Dufour revenait. Encore et encore. Il plia le papier, le glissa dans sa poche et marcha vers la sortie. Bon travail, dit-il. Aïcha, surprise, tu crois que ça changera quelque chose? Il s'arrêta. Ça dépend. Et toi? Mais le changement ne dépendait pas des dossiers. Il reposait sur ce que Montpellier ferait quand tout éclaterait. Vendredi, l'affaire dépassa les marches du tribunal. Les chaînes locales s'en emparèrent. Le bandeau défilait, astérisque, enquêteur IGPN arrêté à tort. Puis vint la vidéo granuleuse, captée par le micro de la voiture. Les mots du protocole national furent prononcés. Et cette phrase, d'abord simple réplique, résonna bientôt dans les cafés, les salons, les églises. Que s'est-il passé? Au café des bars, des retraités débattaient autour de leurs espressos. Ils l'ont contrôlé sans raison. Ils ont cru pouvoir le bousculer. Même avec un permis impeccable, ils l'ont traité comme un voyou. À la maison de quartier d'Antigone, des parents se retrouvèrent après l'école. Épuisés d'expliquer à leurs enfants comment parler pendant un contrôle. Épuisés de leur dire que le respect ne protège pas toujours. En fin d'après-midi, une assemblée publique fut convoquée. Salle comble. Le maire Jacques Fournier monta sur l'estrade. Main tremblante. Nous coopérons avec les autorités nationales. Des changements viendront. Une femme, Fatou, se leva. Son fils avait porté plainte 2 ans plus tôt. Sans suite. Vous allez rouvrir les vieux dossiers? Nous y réfléchissons, répondit Jacques. Non, dit-elle. Agissez. Les applaudissements éclatèrent, dispersés mais sincères. Lamine, au fond de la salle, bras croisés, écoutait. Aïcha s'approcha. Je ne pensais pas voir autant de monde. Ils viennent toujours, dit Lamine, quand ils cessent d'avoir peur du silence. Les gens prirent le micro. Un ado raconta un contrôle en rentrant du foot. Une mère décrivit 2 arrêts en une semaine, questionnée sur sa voiture. Un vieillard parla d'un contrôle en 1989, menotté sans raison. Ces histoires n'avaient jamais fait les journaux. Ce soir-là, la salle écouta. Puis, contre toute attente, Pierre monta sur scène. La foule se tut. 31 ans dans la police, dit-il. Je mentirais si je disais ne pas avoir failli à certains d'entre vous. Il regarda Lamine. On ne savait pas qui était Monsieur Diop. Mais le vrai problème, c'est qu'on s'en fichait. Pour vous tous. Et ça, c'est sur moi. Quelques murmures. Des hochements de tête. On rouvrira les plaintes classées, poursuivit-il. On travaillera avec l'IGPN. Et les responsables rendront des comptes. Moi inclus. Une femme cria. Les paroles, c'est facile. Pierre hocha la tête. Alors, tenez-moi responsable. Lamine resta silencieux, mais Aïcha le fixa. Tu le crois? Je crois la salle, répondit-il. Dehors, les gens restèrent, formant des cercles, discutant. Ce n'était pas la fin. Mais quelque chose s'était ouvert. Et une fois ouvert, on ne l'ignore plus. Lundi, Lamine monta les marches de la mairie. Dossier dans une main, café dans l'autre. Prévu pour une réunion avec Fournier, il croisa Aïcha, désormais en liaison avec l'IGPN, tenant son propre dossier. Fournier leva les yeux. Je n'attendais pas tant de monde, dit-il, sourire forcé. Lamine posa le dossier. Résultats préliminaires, 5 violations de procédure, 3 rapports falsifiés, 2 altérations de caméra, une tentative d'obstruction. Fournier crispa les mains. Vous recommandez des poursuites? Lamine le regarda droit dans les yeux. Un audit complet du personnel immédiat. Et la révocation de l'agent Dufour. Fournier soupira.
vous demandez de virer un de nos agents les plus anciens? Nous demandons de restaurer la confiance dans un système brisé, répondit la mine. Aïcha se pencha. Choisissez. Protéger un homme qui a truqué des rapports, ou soutenir une communauté qui exige le changement. Fournier fixa la table. Pas d'échappatoire. Il hocha la tête. Je signe la révocation aujourd'hui. La mine referma son dossier, se leva. Nous suivrons la conformité. Tout retard sera signalé à l'IGPN. La réunion s'acheva dans un silence lourd. Mais son poids resta. Dehors, la mine marcha vers la place de la Comédie. Des gens faisaient leurs courses, d'autres s'asseyaient sur des bancs, comme si tout était normal. À un coin de rue, des lycéens le regardèrent. Un garçon, sweat bleu, lui fit un signe discret. Empreint de respect. Pas de peur. La mine répondit d'un léger hochement, puis continua. Au poste, Dufour fut convoqué. Aucune explication. Juste une note, signée. Révocation immédiate. Dufour ne cria pas, ne discuta pas. Il fixa le papier. C'est tout. Pierre leva les yeux. Tu penses que je n'aurais pas dû? La voix de Dufour trembla. J'ai fait ce que je croyais juste. Je ne savais pas. Tu t'en foutais, répondit Pierre. C'est ça qui t'a coulé. Dufour sortit par l'arrière. On ne le revit pas ce jour-là. Aïcha, dans le couloir, observait le poste changer. Certains étaient soulagés, d'autres amers. Mais le mouvement était là. Ce soir-là, la mine finalisa une dernière étape, une réunion avec Fournier, Pierre, et 2 représentants de l'IGPN. Ensemble, ils rédigèrent de nouveaux protocoles, audit des caméras, système de plainte citoyenne. Pas d'applaudissements. Mais le vrai travail commençait. Dehors, le soleil déclinait. La mine passa un dernier appel. Envoie-moi la prochaine ville, dit-il, fatigué mais ferme. Déjà une pause? Oui, déjà. Mais avant de partir, il s'assit un instant. Il ne pensait pas à son titre, mais à ce qu'il représentait. Le respect n'a rien à voir avec un uniforme ou une voiture. Il naît de ce qu'on fait quand personne ne regarde, de qui l'on choisit d'être quand le monde présume le pire. La leçon n'est pas dans le bruit, mais dans le silence qui suit. Quand une salle change. Quand une ville s'arrête après des années à prétendre que tout va bien. La mine n'avait pas besoin de discours. Ce qui comptait, c'était ce qu'on fait quand on croit pouvoir s'en tirer. Pour le gamin rentrant du foot. La mère arrêtée devant son enfant. Le vieillard menotté en 1989. Aucun n'avait de badge. La mine, lui, en avait un. Et il l'avait utilisé comme il fallait. Sans rage. Sans ego. Avec du sens. Le respect ne crie pas. Il vient de cette capacité à voir l'humanité avant de juger la valeur. On a ri de la mine à cause de son apparence, de leurs préjugés. Mais ce moment ne l'a pas défini. Il les a définis, eux. Et ce qui a suivi n'était pas qu'une enquête. C'était un miroir. Pour le poste. Pour la ville. Pour le système. On ne répare pas en feignant que tout fonctionne. On répare en écoutant les histoires ignorées. En tenant les gens responsables. En refusant qu'un nom disparaisse au fond d'un dossier marqué astérisque. Si vous avez été sous-estimé, sachez-le, votre silence n'est pas faiblesse. Votre calme n'est pas une reddition. Parfois, le plus discret porte le plus de poids.